Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Allez, sportez-vous bien, confinement, troisième épisode. Vous les voyez, ils sont prêts, ils sont même très beaux. On va chambrer, je vous le dis tout de suite, Timothée Rouvière dans Sportez-vous bien. Donc on va avec nous Timothée Rouvière. Salut Timothée. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Mehdi Guillonneau, salut Mehdi. Bonsoir Jean. Lucas Serdic, salut Lucas. Salut à tous. Et la grande star, Maxime Brossard. Salut Maxime. Salut. Comment ça va messieurs? On va commencer par vous Timothée Rouvière, j'ai envie de commencer tout de suite Toujours, par vous. Parce que j'ai un témoin, Maxime Brossard. Pour Oui. ceux qui ne connaissent pas un petit peu le système d'enregistrement, on est sur Zoom. Et en fait, chacun arrive au fur et à mesure. Et quand Mehdi et Lucas n'étaient pas là, Timothée avait un petit pull, très, très élégant, hein, on est d'accord Maxime. Magnifique, oui. Mais il a dit à un moment donné, oh, j'ai envie de mettre une veste de costume. Donc il s'est parti. On l'a revu torse nu. On n'a pas eu le temps de faire capture d'écran. On est vraiment désolé. Et ouais. Et comme ça, il est élégant. C'est vrai qu'il est élégant, Timothée. Ah, mais là, on aurait fait les vues en plus, torse nu, on aurait explosé le compteur. C'était le record de vues, à mon avis, sur les vidéos. Vaut mieux Timothée torse nu que moi, par exemple, parce que nous, on est saturé, enfin, on est interdit par YouTube. C'est pas le même public dans les deux cas, de toute façon. Moins qu'on ait du public amiénois, ça on ne sait pas. Pourquoi amiénois? Parce que vous avez vu que je me suis superbement bien coupé les cheveux. Ah, c'est bon, ouais. Et Lucas qui me dit, purée, on a Mathieu Bonnemer en fin de carrière qui fait l'émission avec nous. C'est l'invité du jour. Voilà, c'est vraiment pas gentil. Comment va madame? Comment va le bébé qui était dans les bien. Portez-vous bien il y a 2 semaines. Et oui, il a fait sa première radio. T'es brillant, un peu brillant, mais. Il prend pas trop la grosse tête, ça va? Non, il va bien. Il prend la grosse tête. Oui, il gueule plus. Donc, quelque part, c'est ça un peu. Oui. C'est ça. Comment va Mehdi? Alors, Mehdi, on va l'expliquer tout à l'heure. Enfin, on va comprendre tout à l'heure. Mehdi fait un peu la gueule parce que pour les coups de cœur et coups de gueule, j'ai demandé quelque chose en particulier et il a un mauvais souvenir à nous raconter. Comment ça va, Mehdi? Malheureusement, il n'y en a pas qu'un parce qu'avec votre système, là, c'est pas un, c'est pas deux, c'est trois, c'est quatre, c'est 5 mauvais souvenirs qu'on nous rappelle, quoi. En fait, c'est un peu plus facile de se souvenir des coups de blues que des coups de sympa, quoi. Ouais. Les coups sympas. Quand on est supporter du TEF, bien sûr. Pardon, Lucas? Surtout quand on est supporter du TEF. Là, il y en a beaucoup. Enfin, du PSG aussi en ce moment. Hein? Allez. L'avantage d'être supporter de Sochaux, les saisons sont toujours les mêmes. Non. Déçu, ça suffit. On est d'accord. On ne parlera pas, Lucas, vous êtes d'accord que les U19 de Sochaux peuvent aller en Youth League? On ne le dira pas? On le dira pas. Même pas. Est-ce que c'est Monaco? Et en plus, normalement, ce sera Monaco, les boules un peu comme ça. Mais bon, juste pour placer Sochaux. Il fallait placer Sochaux, bien évidemment, comme dans toutes les émissions, bien évidemment. Je vois que vous êtes prêts. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Les coups de cœur et les coups de gueule, comme d'habitude. Alors, la semaine dernière, j'avais demandé à un événement, enfin une équipe ou un sportif qui vous avait marqué. Il y avait eu Fourcade, il y avait eu les All Blacks en 2015, il y avait eu Liverpool, Arsenal en 2004, par exemple, ou Cleveland en 2016, pour vous, Mehdi, de mémoire. Là, j'ai demandé un petit peu l'inverse. C'est votre pire souvenir en tant que supporter, en tant que passionné de sport. Il y a juste Lucas qui est extrêmement indécis parce que, bon, comme on vient d'en parler, il y a énormément de cas où on a tous un petit peu le blues et d'événements sportifs. Il y a l'âge aussi, où j'ai vécu plus de choses que vous, moi. C'est ça, à 75 ans, c'est vrai qu'on a quand même une certaine expérience. Et, Ta gueule, Mathieu. Pardon? Ta gueule, Mathieu. Yes. Je vous donne la parole en dernier, puisque c'est comme ça. Je vais commencer par Maxime Brossard. On va bien sûr parler de rugby et on va partir en 2003. Maxime, restez calme. Allez-y. Oui, mais je vais rester calme, c'est du passé. Mais c'est vrai que, comme je vous le disais, quand j'avais dû évoquer ce triste souvenir, c'est quelquefois, il mente encore. Il m'arrive de me lever la nuit et de crier et de pleurer, même de rage encore au souvenir de cette finale donc, du top 14, enfin du top 16 à l'époque, en 2003, entre donc, le Stade français et le Stade toulousain.
Bon, mais voilà, de toute façon, c'est une défaite 32-18. Je vous rappelle le score, tout simplement. Il y a notamment un moment, moi, qui m'avait, on va dire, déchiré le cœur à l'époque pendant cette finale. Mais d'abord, c'était en fin de première période, si vous vous souvenez, c'était le dernier match en plus de Fabien Galtier en tant que joueur. Il évoluait donc au Stade Français, il était demi-mêlée et là, il se faufile au bord d'un ruck et il va aplatir. Là, déjà, les Parisiens avaient pris un gros avantage sur cette équipe du Stade Toulousain qui voilà, était constellée en plus de stars. C'était une des plus belles équipes de l'histoire du stade, je pense. Et en plus, c'était à la grande époque où le duel entre le Capitole et la capitale s'était instauré, si on peut dire. Et donc là, on arrive, on va dire, au milieu de la deuxième mi-temps. Je me souviens très bien, il y avait une action donc, qui part de la gauche vers la droite et c'était Galtier encore qui était aux abords des 22, il fait une feinte de passe, il part au ras et là on s'est dit ouais, il va encore marquer un deuxième essai. Non, heureusement, il est récupéré par l'arrière du Stade Toulousain, je ne me souviens plus qui c'était. Mais après, je sais qu'il y a un ruck, le ballon sort et du coup, il écarte jusqu'à ce maudit Argentin là, voilà, Ignacio Corletto, qui a été surnommé Nani Corletto. Et Corletto, il échappe à Xavier Garbajosa. Je lui ai longtemps voulu, mais bon, maintenant, c'est passé. Et il passe aussi entre les mains de Vincent Clerc, qui à l'époque portait un casque, je me rappelle. C'est Trevor Brennan qui réussit à le plaquer, mais c'était trop tard. Il était déjà dans l'embut et c'était fini, quoi. C'était le Stade Français qui était champion. On sent la voix qui tremble, Maxime. Ah oui, oui. Est-ce que par exemple, nous, pour le foot, les France-Brésil et France-Croatie, parce qu'on a gagné les Coupes du Monde contre ces équipes-là, quand on les affronte, enfin France-Brésil en l'occurrence, quand on affronte le Brésil après 98, c'est toujours un bon souvenir. Est-ce que vous, à l'inverse, quand il y a en championnat, en top 14, Stade de Toulousain, Stade français, vous pensez tout de suite à ce match ou c'est vraiment passé, c'est oublié? Non, parce qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu aussi la fameuse cuillère les années d'après avec Filleul qui empêche Florian Fritz d'aller marquer l'essai en demi-finale. Il y a eu énormément de la rivalité entre ces deux équipes a vraiment marqué le rugby français entre 98 et on va dire 2007. Et c'était un choc au sommet. C'est ce qui rendait d'ailleurs le championnat très attrayant à cette époque-là, justement, parce qu'il y avait une vraie rivalité entre ces deux équipes. Il y avait un vrai chassé-croisé, chose qu'on a un petit peu moins retrouvée les années d'après. Et en plus, c'était un peu, on va dire, voilà, une bataille entre, on va dire, les modernes et les classiques. Il y avait donc ce Stade français qui arrivait. Il y avait Max Guazzini, il faisait rentrer les joueurs sur le terrain avec des chars. Il y avait des fêtes à la mi-temps et tout ça. On n'avait jamais vu ça dans le rugby. Il y avait les dieux du stade et tout. Donc, les mecs du rugby, ben, la plupart du temps, nous, on s'arrachait les cheveux. On voyait ça, on disait, mais qu'est-ce que c'est que ces types? C'est quoi ces starlets? Et en fait, c'était la révolution qui était en marche. Bien sûr, on ne pouvait pas s'en douter que ça allait quand même apporter quelque chose de bien aussi au rugby. Et donc là, c'était vraiment le Stade Toulousain qui perdait, le côté un peu classique, le côté un peu ancien qui perdait. Et ça faisait mal, surtout qu'en plus, c'est Paris, donc c'est double lame, quoi. Là, et le Stade Toulousain et le Stade Français, on en avait un petit peu évoqué la semaine dernière de mémoire, où ce sont les deux équipes les plus titrées dans le top 14. Timothée Rouvière. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec Maxime. C'est vrai que c'est particulier. On n'a plus forcément cette rivalité maintenant. Avant, il y avait deux clubs avec les deux stades qui s'affrontaient. Maintenant, c'est plus ouvert. On ne sait pas forcément qui va remporter comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque du grand Stade Toulousain, c'est un souvenir qui a marqué. Il y en a eu d'autres après. Mais je pense qu'il prend d'autant plus d'importance qu'il y a une telle rivalité que c'est comme c'est comme, je dirais, le Stade français et le Racing. Voilà, fallait pas perdre et là ça a été perdu, donc c'est compliqué, c'est ancré dans la tête des supporters, mais après on a gagné derrière, on est déjà à 20, donc je pense que c'est oublié chez certains. Oui, et puis on le rappelle, le Stade Toulousain est champion de France en titre. C'est fini, Maxime Brossard, vous pouvez. Oui. Je m'occupe de Mehdi Guillonneau maintenant. Oui. J'ai une question avant. Maxime, est-ce que dans vos rêves, vous avez réussi à l'attraper, Nani Corletto? Non, il va trop vite. Mais si j'avais été sur le terrain, je ne serais pas embêté à le plaquer. Hein. Je l'aurais taclé, j'aurais sauté dessus. Voilà, quoi. Mais ce qui m'avait le plus déçu dans cette finale, c'est le fait de ne pas avoir sauvé l'honneur, quoi. Une belle bagarre à la fin du match ou voilà, quoi, un truc qui marque les esprits, au moins sortir vaillant, quoi. Et on était parti la tête basse, quoi, malheureusement. C'était terrible. Ouais, on sent qu'il y a beaucoup de rancœur. Il y a de la rancœur aussi, de tristesse, de rage, j'ai l'impression, chez vous, Mehdi Guillonneau. On va partir en 2009 et on va parler du Toulouse Football Club. On va rester à Toulouse. Ouais, parce que quand on est toulousain, je pense qu'il y a aussi autant de moments terribles que de joyeux moments. Et les moments terribles sont
sont vraiment compliqués. Là, ouais, je ramène en 2009. C'est une demi-finale de Coupe de France face à Guingamp. Alors, à l'époque, le TFC réalise l'une des meilleures saisons de son histoire, tout simplement, puisqu'ils finissent quatrième en fin de saison, où ils réussissent à devancer Lille et le PSG. Ils ont une équipe avec notamment 5 joueurs qui ont été internationaux français, Carasso, Sissoko, Gignac, Capou et Jérémy Mathieu. Donc, c'est vraiment une très, très belle équipe qui aurait peut-être même, sans des défaites un petit peu bêtes, accroché le podium voilà, en championnat. Et il y a eu un parcours en coupe où le Toulouse se retrouve à jouer face à Guingamp, qui est à l'époque en Ligue 2. Donc, on se dit qu'au Stadium, face à une équipe de Ligue 2, ben, on va enfin aller au Stade de France, retourner au Stade de France, ce qui n'est plus arrivé depuis 1957. Une victoire face à Angers en Coupe de France. Donc, autant vous dire que ça date pour les Toulousains. En fait, le TFC n'est jamais allé au Stade de France parce que les finales, c'était au Parc des Princes à l'époque. Non, c'était à Colombes. C'était à Colombes, pardon. Ouais. Colombes. Mais je veux dire, le TFC n'est jamais allé au Stade de France. À part la Gambardella l'année dernière. À part la Gambardella l'année dernière et en 2005 aussi, gagné 6-2 face à Lyon. À Lyon de Sourier, Benzema, Ben Arfa et quelque chose comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. Mais donc voilà, donc tout le stadium, la plupart des gens, les 35 000 personnes qui étaient au stadium, attendaient ça parce que je pense qu'aucun n'était monté à Paris pour une finale de coupe et ça paraissait évident que Toulouse devait y aller. Je sais de quoi je parle, il est bien le Stade de France quand son club y joue. J'imagine. Mais malheureusement, bon, déjà Guingamp ouvre le score. Les joueurs semblent pétrifiés sur le terrain. Voilà. Et pourtant, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on se dit, mais on va le faire quand même. Il y a une expulsion guingampaise à la 52e, c'est-à-dire que Toulouse joue à 11 contre 10 toute la deuxième mi-temps. Voilà. Il y a l'égalisation de Gignac à la 74e dans un stadium en folie. Là, on se dit qu'on y va. Il y a un penalty non sifflé pour Guingamp, mais c'est juste devant le virage est, mais c'est flagrant. L'arbitre donne un coup franc alors que la faute est à l'intérieur de la surface. Et là, on se dit, ça y est, c'est notre jour, on va aller gagner derrière. Et puis finalement, non, c'est Guingamp qui marque à la 90e sur un long ballon, un coup franc. C'est un but de Badar Hassen. Je me souviens de celui-là sur un vieux genou. Enfin, bon, c'est n'importe quoi. Et voilà. Et je me souviens parce qu'on était resté, je crois qu'il y a 7 ou 8 000 places dans le virage. Et je pense qu'encore une demi-heure après le match, il y avait 4 ou 5 000 personnes qui étaient là, qui étaient prostrées. On ne comprenait pas comment ça avait pu arriver parce que franchement, on avait Gignac qui marchait sur l'eau et il y avait une équipe extraordinaire. La seule chose qui ne nous a pas fait de mal, c'est le doublé d'Eduardo et la victoire de Guingamp derrière parce qu'on s'est dit qu'on n'avait pas perdu non plus pour rien et Guingamp allait gagner derrière. Et Guingamp a gagné la Coupe de France en étant en Ligue 2. Le premier club, c'est Le Havre en 1959. Alors, il avait gagné contre Sochaux, malheureusement. Mais c'est Le Havre en 59 qui… Non, mais c'est vrai. Non, mais… c'est Le Havre qui l'a gagné en 59. Pardon ? Il arrive toujours à le placer. Mais bien sûr. Mais en plus, il y a eu un vol à cette époque-là. Je m'en souviens, bien évidemment. Mais voilà, c'est Le Havre qui avait gagné la Coupe de France pour la première fois en étant en Ligue 2. Le TFC, on en rigole, mais c'est vrai qu'il manque des épopées comme ça pour fédérer parce que on connaît le classement du TFC cette saison avant l'arrêt à cause du confinement et du coronavirus. On se rappelle des saisons précédentes, mais c'est vrai que des clubs de Ligue 2 comme Auxerre qui allait en finale de Coupe de France en 2015 en étant en Ligue 2, il y a des… Pardon ? Châteauroux avait joué, il me semble, contre le PSG aussi au début des années 2000. Châteauroux, il y a des clubs comme Caen, comme Strasbourg, comme Angers qui vont en finale de Coupe de France, de Coupe de la Ligue. C'est un énorme manque. C'est dû à quoi ça, Mehdi ? Evian Tonon Gaillard. Et Evian Tonon Gaillard. Obligé de le placer. Honnêtement, on a presque l'impression qu'il y a une forme de malédiction. Alors oui, il y a peut-être des ingrédients qui manquent, il y a peut-être une culture de la gagne qu'il n'y a pas forcément à Toulouse, mais il y en a eu 2 autres aussi juste après. Il y a l'année d'après une demi-finale de Coupe de la Ligue face à Marseille, qui moi m'a marqué parce que j'étais puni. Je n'ai pas pu aller voir le match, j'étais puni. Je faisais le con à l'époque à 14 ans, là. Donc je n'avais pas pu aller voir le doublé de Brandao. C'est Brandao qui nous avait crucifié avec un but en prolongation et un but à la 86e pour égaliser. Voilà. Et il y a une un peu plus anecdotique. En 2016, on a fait une demi-finale de Coupe de la Ligue face au PSG. On avait perdu 2-0 à Paris. Mais c'est un peu plus anecdotique. Donc on est passé quand même quelques fois près du Stade de France. Mais on a presque l'impression qu'à chaque fois qu'on arrive en demi, l'équipe en face n'aura pas de souci à se faire. Ouais, je ne sais pas.
à chaque fois, on avait les joueurs pétrifiés. D'un côté, la première, on avait les joueurs pétrifiés. Et la seconde, on a Brandao qui réalise, c'est du Brandao en fait en Coupe de la Ligue. C'est le joueur de la Coupe de la Ligue de ces dernières années qui nous tombe dessus. Et la fois d'après, on va au Parc des Princes, à Paris. Donc bon, on a l'impression que tout est contre Toulouse dans ces cas-là. Donc, voilà. Honnêtement, ça ne s'explique pas. Hein. C'est une sorte de malédiction. Il faudrait demander à Gradel, il est spécialiste de la malédiction à Toulouse. C'est vrai. Cette année, le TFC s'est fait éliminer en Coupe de la Ligue par l'Olympique Lyonnais en 8e de finale et éliminé en 32e de finale en Coupe de France par Saint-Privé Saint-Hilaire. On va partir en Franche-Comté, messieurs. On va partir en Franche-Comté, mais ça, c'est pas un bon souvenir. Je me tourne vers vous, Timothée Rouvière. On va parler d'un Franc-Comtois qui a donné énormément de peine. C'est pas de sa faute, hein, malheureusement, par rapport au Tour de France. On va parler de Thibaut Pinot. Comme on dit, c'est la dure loi du sport. Moi, je m'en souviens encore comme si c'était hier. C'est l'abandon de Thibaut Pinot sur la 19e étape du Tour de France l'année dernière, en 2019. C'est un souvenir très, très douloureux parce que personne ne l'avait venir. Donc, pour recontextualiser, Thibaut Pinot, il était 5e du général. C'était Julien Lafilippe qui était en tête. Il nous avait fait sa formidable épopée. Thibaut Pinot qui était à 1,50 de Julien Lafilippe. Et on savait que Julien Lafilippe allait coincé au bout d'un moment quand on allait arriver en très très haute montagne. Il était seulement à 20 secondes de la deuxième place d'Egan Bernal, futur vainqueur. Et 2 jours avant cette 19e étape, 17e étape, il tape le genou dans son guidon. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il n'en parle pas trop. On ne saura qu'après qu'il a eu cette blessure. Et au final, 2 jours après, au 38e kilomètre, il abandonne un peu à la surprise générale. On n'a pas trop compris ce qui se passait. Il y en a qui l'ont accusé de trop en faire parce que c'était une blessure qui n'était pas visible, mais avec une lésion musculaire au niveau de la cuisse, c'était tout simplement pas possible de continuer. Ce qui est d'autant plus dommage, c'est que pour Thibaut Pinot, moi j'estime qu'il était le meilleur grimpeur sur Tour de France. Il avait clairement la possibilité de gagner et succéder au dernier vainqueur français. Il avait, pour résumer son Tour de France, il avait perdu 1 minute dans les bordures, je crois que c'était la 2e ou 3e étape. Et après, il s'était remobilisé, il avait récupéré du temps sur tous les favoris, que ce soit Bernal, Nibali, etc. Et donc, c'était tout simplement le meilleur sur ce Tour de France. Et je considère aussi que Thibaut Pinot est un peu maudit sur ce tour parce que lors de sa première participation, oui, il gagne et oui, il fait 10e du général. Mais après, ça a été abandon sur abandon et c'est une occasion manquée. Après, il est jeune, Thibaut Pinot, il n'a pas encore 30 ans. On espère qu'il performera cette année avec le parcours qui se dessine. Il y a des chances, etc. Mais c'est vrai que l'année dernière, ça a été très… Faut-il le rappeler, hein. Oui, le Tour de France qui a été déplacé qui se terminera le 20 septembre et qui partira le 29 août de la ville de Nice. Et on espère que ça marchera cette année, mais c'est vrai que l'an dernier, ça a été très, très douloureux et surtout qu'on avait vraiment l'impression qu'il pouvait gagner parce qu'on savait quand même, on ne se le cachait pas trop, que Julien Lafilippe n'allait pas pouvoir aller jusqu'au bout, mais Thibaut Pinot était très, très bien placé pour ça et finalement, partie remise, j'ai envie de dire. Et le clin d'œil pourrait être énorme, c'est-à-dire que l'avant-dernière étape du Tour de France, à part l'étape gratos de Paris et des Champs-Élysées en général où rien ne se passe, l'avant-dernière étape, c'est la planche des Belles Filles, c'est-à-dire que c'est en Franche-Comté, c'est une étape de montagne, une énorme étape de montagne. Donc le clin d'œil serait énorme par rapport à ce que vous venez de nous dire, c'est que le Franc-Comtois remporte le Tour de France en Franche-Comté. Alors, parce que c'est un Français, mais le clin d'œil pourrait être énorme parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé l'année dernière. C'est partie remise ou il a vraiment loupé le coche cette année en 2019 ? Non, je pense que c'est partie remise. Je sais qu'Egan Bernal est très très fort. On verra avec quelle équipe il vient avec Ineos. Donc je pense que c'est son principal concurrent. Mais là, on va tellement être face à un plateau énorme parce que tout le monde attend le retour de la saison cycliste. Il y a tout le monde qui va être là. Et donc on verra bien, mais je pense que c'est partie remise pour lui. Et je pense qu'il gagnera au moins un grand tour dans sa vie. Ce n'est pas le Tour de France, ce sera peut-être le Tour d'Espagne ou le Tour d'Italie. Mais oui, bon, moi j'y crois en tout cas. Je me tourne vers, on verra les performances de Thibaut Pinot durant cette saison un petit peu particulière de cyclisme, de sport en général bien sûr, et on espère qu'il gagnera le Tour de France ou qu'un Français gagnera le Tour de France, mais c'est lui qui est un petit peu le mieux placé physiquement et dans les capacités de le faire. Je me tourne vers vous, Lucas Serdi, qui nous reste à peu près 8 minutes dans cette première partie. Quand je vous ai demandé quoi choisir, vous ne saviez pas trop. Est-ce que vous êtes décidé et on part sur quoi ? Oui,
Alors, on va mentionner les inévitables, effectivement, pour tout fan de foot et de l'équipe de France. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un seul dans le studio, n'est-ce pas, qui n'est pas un studio là qui n'a pas mal vécu le coup de boule de Zidane en 2006, et moi en particulier le coup de boule qui a précédé le coup de boule, c'est-à-dire cette tête que Buffon sort de sa lucarne, Rossignol, je crois. le plus grand arrêt sans doute de ces dernières finales de Coupe du Monde, et qui prive un joueur de remporter 2 Coupes du Monde à 8 années d'intervalle et en mettant 2 doublés en finale. Je m'étonnerais que ce soit déjà arrivé, ça, je ne pense pas. Il faudrait vérifier. Mais... Bref, ce poteau de Gignac en 2016 aussi qui nous prive de l'Euro et Eder qui nous crucifie derrière. Les remontadas du Paris Saint-Germain ces dernières années, il y en a quand même eu 3. Hein, entre Chelsea et Dembaba qui crucifie dans les arrêts de jeu, entre le 6-1 de Barcelone et le 3-1 de Manchester avec ce Pleurez pas, Lucas, pleurez pas, allez-y. penalty. Bref, mais en vous entendant depuis tout à l'heure discuter, j'ai un truc qui m'est revenu, autre, et je veux plutôt parler de ça. Voilà, je suis désolé. Hein. Mais en entendant le souvenir de Cleveland dans les meilleurs souvenirs, moi, je me rappelle qu'en NBA, j'ai quand même un traumatisme qui me reste là en travers de la gorge, et c'est ces finales de 2013 en tant que grand fan des Spurs. Ceux qui aiment la NBA, je suis sûr que Mehdi doit voir de quoi je parle. Du match 6 entre les Spurs et Miami, je recontextualise un tout petit peu. Miami perd 3-2 dans ces finales. Il faut une 4e victoire aux Spurs pour être titré champion. Et là, il y a le match 6 du coup qui se joue à Miami. Et Mehdi, je t'emmerde. Cordialement. Voilà. Pas parce que les gens ne le voient pas, mais en fait. C'était ton meilleur souvenir. Pourquoi tu l'as pas balancé la semaine dernière du coup? En fait, juste, les gens ne le voient pas, c'est que Lucas vient de dire dans une conversation qu'on a nous, moi ça tombe bien, c'est mon meilleur souvenir. Voilà pourquoi Lucas lui répond de toute façon. J'ai en tout cas, mais Miami a été champion. Et je l'ai raté à cause de ça parce que c'était très tard. Moi, je l'ai vu qu'en direct, parce qu'à cette époque-là, j'étais au chômage, merci. Et ce qui est sûr, c'est que c'est certainement le shoot le plus incroyable des finales NBA qu'on ait jamais vu, puisque voilà, donc les Spurs mènent 3-2 dans ces rencontres-là, il leur manque une victoire, on joue à Miami, ils mènent de 5 points, si je dis pas de bêtises, à 28 secondes de la fin. Il y a une succession d'actions qui font que à 19 secondes de la fin ou 18, Miami est à 3 points des Spurs. On pense que le match est terminé. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de spectateurs de l'enceinte de Miami qui ont quitté les lieux, qui ne prennent même pas la peine de voir la fin de ce match incroyable qui restera dans la légende. Et Miami, dernière action, dernière seconde, derniers instants, la balle revient sur Ray Allen qui shoot à 3 points, un shoot en plus très difficile, très technique, avec un petit step back, voilà, il se retrouve dans le coin, et bon, si ça rentre, il y a encore une chance que Miami soit champion, et si ça sort, c'est terminé, quoi. Et ça rentre, et ce con de Ray Allen, parce que je l'aime bien en plus, hein, ça m'arrache un petit peu de voir ça, mais qui égalise. Et derrière, évidemment, les Spurs ne s'en relèvent pas quand on est si près de ce titre, qu'on a fait tout bien à ce point-là et qu'on se fait égaliser à la dernière seconde du match 6 à Miami. On ne se relève pas et ils perdent en prolongation et ils perdent le match 7 et LeBron James voilà, brise un petit peu sa mauvaise série et voilà. C'est terrible pour moi, ce souvenir. Plus de ça, Tony Parker, il aurait été désigné MVP sans aucun doute. Il avait fait une ou deux actions légendaires dans ce match 6 juste avant. Mais vraiment, pour moi, légendaire, c'est quand tu manques de te péter la gueule, que tu te relèves et que tu shootes à 2 points et que ça rentre par miracle et que tu donnes plus 5 à 30 secondes de la fin. Normalement, bref, tu rentres dans la légende et il y a quelqu'un qui a fait mieux. Bravo. Il nous reste 3 minutes. Mehdi, en 30-45 secondes, vous, c'est un bon souvenir, mais ça reste un événement incroyable dans ce sport. On parlait de Cleveland la semaine dernière, mais ça aussi, ces finales 2013 sont absolument incroyables également. Ce shoot, il reste dans la légende de la NBA. C'est pas seulement de Miami, parce que Miami, c'est le second titre. Voilà, et en plus, quand même, Lucas, il y a eu vengeance l'année d'après où les Spurs jouent peut-être
un des plus beaux baskets de l'histoire de la NBA et c'est Kawhi Leonard qui est MVP, un peu la surprise générale. Il y a eu vengeance l'année d'après. Donc, quelque part, il y a de quoi vous il y a de On quoi avait se- vu arriver le Kawhi Leonard parce que dans ces finales NBA, là où les Spurs étaient incroyables face à Miami et menaient 3-2, on a eu 4-5 matchs de fou du duo Kawhi Leonard et Danny Green qui, à l'époque, enchaînaient les 3 points avec un taux de réussite absolument hallucinant qu'on n'avait jamais vu, d'ailleurs, aussi dans des finales NBA. Enfin, ces finales 2013 sont vraiment folles. Ah, il nous reste 1 minute. Oui. On a le petit Léon On Sergi. va avoir un petit participant en plus pour la dernière minute, désolé. Eh ben, c'est pas grave. Bonjour Léon, on dit bonjour à Léon. Et il nous reste une petite minute, ça tombe bien, il nous reste vraiment 1 minute pour conclure cette première partie de Sportez-vous bien. Comme ça, Léon nous rejoint et il sera prêt pour les questions du jour. À tout de suite. Sportez-vous bien? La question du jour. La question du jour, les questions du jour en période de confinement, on profite, on a un peu plus le temps et je peux proposer aux chroniqueurs plusieurs questions. On va commencer avec un nombre, messieurs, le nombre 132 275. À quoi il correspond? 132 Attendez, je le note. 275. 132 000 quoi? 275. À quoi correspond ce nombre, messieurs? Première question facile. Honnêtement, je pense que vous allez trouver. C'est un prix? Du tout. Non. C'est un nombre de C'est- participants. Un nombre de participants? Non. Un Maxime? nombre de licenciés? Non plus. Est-ce que c'est une somme d'argent versée, un prix, quoi? Non plus. Est-ce qu'il y a une valeur derrière? Je veux dire, est-ce que c'est un truc en kilos, en machin, ou est-ce que c'est un nombre de personnes? C'est un nombre de personnes. Est-ce que c'est une affluence, un public? C'est une influence. L'influence record dans un stade de l'histoire. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, il me faut le sport. Allez, il vous reste 3 minutes. Ouais, le foot. Du tout. Alors, le foot, c'est beaucoup plus que ça. Ah, ah bah oui, d'accord. Le Ah, foot, ça, je peux vous le donner, le foot. Le foot, c'est en 1950, lors de la Coupe du Monde au Maracana, enfin au Brésil, le Maracana, 199 854 personnes pour voir la victoire de l'Uruguay contre le Brésil et voir l'Uruguay devenir championne du monde en 1950. Ça serait pas Est-ce du que c'est cricket? du foot US? Du Foot cricket. US, non. Aux États-Unis, le record, c'est pour le basket. C'est le All-Star Game 2010 à Dallas, au Texas. Ah ouais. 108 000 personnes. Est-ce que c'est Ah du ouais cricket? Au cricket, non. Du hockey M'étonne, sur glace? Hockey sur basket. glace, non. Tennis? Le hockey sur glace, je dois l'avoir, le record. Je vous le cherche. Le record de hockey sur glace, c'est 105 000 personnes en janvier 2014. Non, mais Ouais. si tu nous balances tous les records, c'est évident que tu vas gagner. On perd un temps fou. Ah oui, et c'est pour ça. Tennis. Je joue Tennis. tactique. C'est pas le match Federer-Nadal là en Afrique du Sud? Ah non. C'est du rugby? Ah, il nous a fait une. Le Il nous a rugby, fait- non. Le rugby, c'est en juillet 2000. Le record, c'est Oui, oui, Nouvelle-Zélande. c'est Nouvelle-Zélande, Australie. Argentine. 110 Ah 000 oui, Argentine. personnes. Ah, je croyais que c'était Australie. Ouais. Est-ce que c'est un stade d'athlétisme? Non, Natation? 1 minute. C'est un sport collectif? Non, C'est du C'est un tennis. sport olympique? c'est pas du tennis. C'est un sport olympique, oui. Du cyclisme? Non, De l'équitation? non plus. Vous allez tous les faire sauf celui-là. Donc je le sais. Hop, il vous reste 45. De la Formule 1, non? Je sais pas. Non, La olympique. Formule 1 aux Jeux Olympiques, monsieur Ah, Brossard? je l'avais pas, j'ai pas entendu olympique, ouais, désolé. Non, pas Formule 1. Est-ce que c'est un sport qu'on pratique qui est populaire en France? Populaire, oui. Oui, oui. C'est- Mais c'est un sport qui est plus populaire ailleurs qu'en France. Ailleurs qu'en France, mais en France, on s'en sort très très bien. Attention. Handball, C'est pas de la Et même, à pelote Toulouse, basque? et même à Toulouse, on se sort bien. volley. Le volley. C'est un Non, sport individuel, il C'est a un dit. sport individuel. Le handball et le volley. De l'aviron, Non, De la pelote basque? 10 secondes. de l'escalade. Non. De la pelote… Je vois pas du tout. Non. Allez, on s'arrête là. C'est tout simplement, c'était le 20 janvier 1993 à Mexico. Si je vous dis que c'était un combat de boxe. Ah ouais. Ah, le- Maxime! Ah, Maxime! Ah, mais j'y ai pas pensé en fait. J'ai pas du tout Entre pensé à ça. César Chavez et César Chavez, Hulk Hogan au championnat du monde des poids légers. 132 000 personnes. Alors, 200 000 personnes pour un match de foot. Moi, j'ai fait le Stade de France tout en haut. On voit. Je pense que le rugby, on voit. Le basket, on voit. Mais la boxe, 132 000 personnes. Il y a On cinq voit pas. il y a cinq écrans géants au-dessus du ring. Autant le regarder à la télé. Pourquoi dépenser Voilà, ça on est d'accord.
C'est l'ambiance. Ouais, l'ambiance. C'est quand on est en vrai, même si vous allez voir un match de boxe qui n'est pas forcément d'un très gros niveau, pour moi, pour avoir vu beaucoup de sports quand même par rapport au rugby, je trouve que c'est le plus impressionnant. Il n'y a pas plus impressionnant. C'est assez fou. Ouais. C'est assez dément. S'il se passe un truc de fou, tu pourras dire j'y étais, quoi. Hein. C'est clair. Bien sûr, mais par contre, 130, quand tu es boxeur, footballeur, pareil, tu peux te concentrer et te rassurer sur le regard sur un sport collectif, foot, handball, etc. Te rassurer dans les yeux de ton coéquipier par rapport au monde. Et quand tu es boxeur, que tu rentres sur un ring et que tu as 132 000 personnes autour de toi, j'ai jamais été sportif de haut niveau, je le serai jamais, mais je pense que j'aurais un petit peu peur. Hein. Ouais, mais la boxe, tu peux pas trop te taper la honte, quoi. C'est pas comme le foot, tu loupes un geste. Bien sûr que la boxe, c'est fait pour voilà, c'est le plus fort, etc. Mais ils sont humains. Je veux dire, tu rentres sur un ring à 130. Ce qui est terrible avec la boxe, c'est que déjà, vous êtes seul et en plus, comparé, on va dire, par exemple au foot ou même au rugby, finalement, l'adversaire en face de vous, il est pas là pour presque vous mettre à mort, quoi, parce qu'il y a quand même là, le pronostic vital est engagé quand vous faites un tel sport. C'est ça qui est assez hallucinant. C'est vraiment les gladiateurs des temps modernes, quoi. Bien sûr. Donc voilà, les records d'affluence pour ces matchs, 199 000 pour le foot, 108 000 pour le basket, c'est pas mal quand même aussi. 110 000 pour le rugby, c'est pas trop mal aussi. On va partir pour les Jeux Olympiques, parce qu'on est une année olympique, il y a toujours une question sur les Jeux Olympiques. On va partir en 1912. Alors, je n'y étais pas, mais je pense qu'il y avait un peu moins de monde. Le Russe Martin Klein n'a pas participé à la finale des Jeux Olympiques 1912 de lutte gréco-romaine. Tout simplement, pour quelle raison? Parce qu'il ne s'est pas qualifié. Si, il s'est qualifié pour la finale, mais il n'a pas participé. Il ne l'a pas fait. Il est russe? Russe Martin Klein. K-L-E-I-N. Il a été pris pour dopage entre les deux? Non. Il a la naissance de son fils ou de sa fille? Non, ça c'est pas mal ça, mais non, c'est pas ça. C'était où, t'as dit? C'était en 1912, les Jeux Olympiques 1912. Ouais, tu m'aurais répondu à ça si j'avais demandé quand. Mais du coup, j'ai demandé. Ah, les Jeux Olympiques 1912, j'ai plus en tête. Eh ben, ça veut dire que ça n'a aucun rapport avec le lieu. Ah non, du tout. Du tout. Et par exemple, c'est le Suédois Claes Johansson qui a été champion olympique de la catégorie poids moyen de lutte gréco-romaine en 1912. Il y avait combien de personnes, combien d'athlètes qui ont participé à la finale? Une. Oui, c'est un combat final, quoi. C'est un combat, c'est un duel. Mais le Russe ne l'a pas fait. Pourquoi? Je veux connaître l'identité de l'autre qui a fait la finale, du coup. C'est le Suédois qui a gagné, qui est champion olympique. Mais il n'y a pas eu de finale. C'est le champion sur tapis vert, quoi. Il n'y a pas eu de finale. Le Russe a dit, il n'a pas pu le faire. Il n'est pas mort entre-temps, par exemple. Il n'est pas mort, ouais. Non, mais… Il a disparu, il s'est fait enlever. Non. Enlevez-vous de la piste là, pardon. Enlevez-vous de là. Ah, ouais. Il est tombé malade? Non. 1912, est-ce que ça… Il n'est pas tombé malade. Il est parti. 1912, est-ce que ça n'a pas un lien avec le Titanic? Du tout. Est-ce qu'il y a un lien avec… Est-ce que c'est un soldat, il a été réquisitionné? En allant au stade, il a fini en coma. Lucas, pardon? Il y a eu un accident en allant au stade, il a fini en coma. Non. Timothée? C'est un soldat, il a été réquisitionné, quelque chose comme ça? Non. Est-ce que ça a un rapport avec sa santé? Ah oui. Est-ce que c'est une fille? Non. Il est mort à la veille, non? Avant l'émission, j'ai préparé 3 questions. Je vous ai dit que j'allais vous avoir sur une question. C'est celle-là. Je ne pensais pas vous avoir sur la boxe, je pensais vous avoir sur celle-là. Est-ce qu'il a eu un accident? Un accident? Non. Une blessure, non? Il reste 1 minute 30. C'est sa santé qui l'a empêché de… C'est sa santé qui l'a empêché. Enfin, qui l'a empêché. Oui, il l'a empêché. Est-ce que c'est un problème qu'il avait avant cette finale déjà? Avant la finale, oui, mais pas… Non, mais est-ce qu'avant la demi-finale, il avait déjà ce problème? Il a quand même fait la finale. Ça a un lien avec la demi-finale. On avance. Il est cassé à la fin, on avance. Il y a du suspense. Il s'est fait casser une jambe ou un bras? Non. Il s'est fait arracher un membre, non? Genre un doigt ou un truc comme ça, non? Plus. On a dit que c'était pas une blessure, messieurs. En demi-finale, par exemple, il gagne. Il bat le Finlandais Alfred Assikainen
qui est champion du monde en titre à l'époque. Donc, grosse perf. Il a trop fait la fête. Non, il a trop fait la fête après sa victoire et Non. il était bourré, je sais pas. 10 secondes. Il s'est fait écraser en sortant de la. Il a cru que c'était la finale et du coup que c'était fini. Non, tout simplement, il était trop fatigué. Donc, il n'a pas voulu faire la finale. Il était trop fatigué. Pour quelle raison? C'est que sa demi-finale, elle a duré 11h40. 11h40 de combat. Et quand il a gagné, il a dit « Non, mais laissez tomber. Je suis complètement sec. Je ne vais pas faire la finale. Tant pis, le Suédois est champion olympique. Moi, je suis vice-champion olympique. » Mais voilà. 11h40 de combat. Moi, j'aurais 11 heures de lutte. 40 secondes, moi. C'est affreux la lutte. En plus, c'est le sport, je pense, où on arrive le moins à trouver sa respiration, quoi. C'est absolument. On est tout le temps en apnée. C'est atroce comme sport, je trouve. Et c'est le combat, bien évidemment, le combat le plus long de l'histoire du sport, des Jeux Olympiques, bien entendu. 11h40. 11h40 de combat. Vous, Maxime, qui êtes pour l'émission Sport et Ouvert, le spécialiste des sports de combat, vous parlez beaucoup de boxe, de MMA, etc. 11h40, c'est inimaginable aujourd'hui. Enfin, déjà, parce qu'il y a des règles qui se termineraient en round et tout, mais c'est inimaginable aujourd'hui. Ouais, il y aurait, comme un peu des fois au judo, il y a le golden score. Ils auraient arrêté avant. Mais il faut savoir qu'à l'époque aussi, la boxe, avant que ce soit 15 rounds, c'était jusqu'à abandon d'un des deux boxeurs, voire jusqu'au KO. Donc, des fois, vous aviez des combats qui pouvaient durer jusqu'à 22, 23, 24 rounds. C'était inhumain. Si c'est le golden score en judo, ça peut se refaire en 11h40. Hein. Oui, mais je veux dire, là, à mon avis, ils ont dû vraiment enchaîner les 11 heures d'affilée, je pense. Je ne sais pas comment était découpé le sport à cette époque-là. Mais bon. Ils sont partis. Pour qu'il abandonne, je pense que les 11h40, elles étaient d'affilée. Savoir quand même au judo, je crois, si vous faites un refus de combat, vous prenez une pénalité. Donc, je me demande si sur le golden score, finalement, ça a un impact aussi. Oui, mais enfin, si les deux ne refusent pas de combattre. Oui, si les deux refusent de combattre, c'est sûr que là, ça va durer longtemps. Ouais. On va changer de sport, messieurs, et je ne sais pas si vous avez vu, nos confrères de Sky en Italie ont annoncé le calendrier de la Ligue des Champions, où la finale de la Ligue des Champions devrait avoir lieu le 29 août prochain en Turquie, à Istanbul. Le Paris Saint-Germain, on le rappelle, est qualifié pour les quarts de finale. Lyon jouera quand même son huitième de finale retour à Turin, en sachant qu'ils ont l'avantage, victoire 1-0 à l'aller. Messieurs, ma question, elle est très simple. Je veux tous les vainqueurs de la Ligue des Champions. Je précise, Coupe d'Europe des clubs champions, Ligue des champions, etc., depuis 1956. Je me tourne vers Maxime Brossard. On va commencer par vous. Maxime Brossard, je vous écoute. Le Real Madrid. Le Real Madrid qui a le record de la compétition avec 13 victoires. Ils ont gagné les 5 premières en 56, 57, 58, 59, 60. Ils ont gagné 3 fois en 2016, 2017 et 2018. Le Real Madrid, bonne réponse. Lucas Serdic. Le Barça. Le Barça qui a gagné 5 Ligues des Champions. La première en 92, la dernière en 2015. Et anecdote, c'est super que vous ayez choisi Real Barça en premier. Quand j'ai préparé ça, j'ai regardé depuis 2000. Donc depuis 2000, sur les 19 finales de Ligue des Champions, le Barça et le Real en ont gagné 10. Ce qui est incroyable. Le Real en a gagné 6 et le Barça 4. 10 sur 19, c'est quasiment 1 sur 2. C'est absolument incroyable. Mehdi Guillauneau, il est chaud bouillant, mais attention, il a une énorme revanche à prendre sur la semaine dernière. Mehdi. Le Bayern Munich. Le Bayern Munich, 5 fois aussi. La première en 74, la dernière en 2013. Timothée Roulière. L'OM. Marseille, bien évidemment, le seul club Chauvin. français, malheureusement, à avoir gagné la Ligue des Champions. Malheureusement, pas parce que c'est Marseille, mais parce que c'est le seul club français. En 1993, c'était d'ailleurs la première édition de la Ligue des Champions avec le nom d'aujourd'hui. Maxime Brossard. Le Milan AC. Le Milan AC qui est le deuxième derrière le Real Madrid. 7 victoires, la dernière en 2007. Lucas Serdic. Liverpool. Liverpool, le tenant du titre, tout simplement. 6 Ligues des Champions, vainqueur en 2019 pour la dernière fois, champion d'Europe. À Madrid face aux Anglais de Tottenham. Mehdi Guillauneau. La Juventus. La Juventus de Turin l'a gagné 2 fois, mais la Juventus de Turin, c'est un peu le Clermont-Auvergne de rugby. 7 finales de Ligue des Champions perdues, 2 victoires en 95 et en 96. Timothée Roulière. L'Ajax d'Amsterdam.
L'Ajax d'Amsterdam, 4 fois, la dernière en 95 et il avait gagné en 71, 72, 73. Maxime Brossard. Manchester United. Manchester United, 3 fois, en 68, en 99 et en 2008 face à Chelsea pour la dernière fois. Lucas Serdic. Chelsea. Chelsea, une seule fois, en 2012 face au Bayern Munich. Mehdi et Guillaume. L'Inter. L'Inter Milan, 3 fois également, en 64, 65 et en 2010 avec José Mourinho comme entraîneur. Timothée Rouvière. Benfica de Lisbonne. Le Benfica Lisbonne, ils l'ont fait à la suite, ils l'ont gagné 2 fois, ils l'ont fait à la suite en 61 et 62. Maxime Brossard. On va rester au Portugal, je vais dire Porto. Porto, bien évidemment, l'a gagné 2 fois en 87 et en 2004. 2004, c'est la dernière fois qu'un club français est arrivé en finale de la Ligue des Champions. C'était l'AS Monaco. Lucas Sertic. Le Borussia. Le Borussia Dortmund, une seule fois en 97. Mehdi Guillaume. Lequel je grille? Là, en gros, il vous reste que des clubs, je vais vous aider, que des clubs qui aujourd'hui, je ne les vois pas gagner la Ligue des Champions. Vous avez fait quasiment tous les gros qui pouvaient la gagner. Nottingham Forest. Nottingham Forest en 79 et 80. Nottingham Forest a un point commun avec Colomiers Rugby. Ces deux clubs ont plus de Coupe d'Europe que de championnat. Ça, c'est à souligner quand même. Bonne réponse. Timothée Rouvière. Feyenoord aux Pays-Bas. Feyenoord en 70, une seule victoire. Ouais. Maxime Brossard. Le Celtic Glasgow. Celtic Glasgow en 67, une victoire. On est sur des bonnes bases. On est sur des très bonnes bases. Mais je sens Lucas et Mehdi concentrés. Ça va saigner. Lucas Serdic. Lucas Serdic, étoile rouge de Belgrade. En 91 face à l'Olympique de Marseille. Moi, je ne m'en souviens pas, mais je pense que vous devez vous en souvenir, Lucas, peut-être. Comme si j'étais dans mon berceau, tout à fait. Ah bon, vous avez des souvenirs. 3 ans. Bonne réponse. Mehdi Guillaume. Il vous reste 4 clubs. Bucarest. Le Steaua de Bucarest, une seule fois en 86. Le gardien bizarre. Timothée Rouvière. Hambourg. Hambourg en 83. Très bonne réponse. Alors, ce qui serait exceptionnel, C'est qu'on les a tous. Lucas nous trouve les 2 derniers et il y aurait un grand chelem. Ce serait énorme. Maxime Brossard. Leverkusen. Non, le Bayern Leverkusen n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Élimination de Maxime Brossard. Lucas Serdic. Il en reste 2 là. Je voulais que je vous donne les années ou pas? Victoire en 82 et en 88. Allez, 10 Ah, secondes. mais si, je l'ai. 88. Putain, date de naissance, quoi. 5 secondes. 4. Attends, non. Attends. 2 secondes. Élimination. Non, bah oui. Je sorte un nom. Faut que je sorte un nom. Il faut juste que je choisisse mon nom. Je vais Ok, dire au hasard. Maintenant. Je vais dire au hasard un truc, quoi. Maintenant. Dynamo Kiev. Non, mauvaise réponse. Le Dynamo Kiev n'a jamais. Est-ce que c'est. Attendez, on finit pour Mehdi et la finale. Mehdi et Timothée. Mehdi Guillaume à vous. Deux clubs connus. Bien Oui, évidemment. je sais, mais j'en ai deux. J'en ai 2 en tête, mais je sais qu'il me semble qu'ils ont été finalistes, mais je ne sais pas s'ils ont gagné. Il va falloir le dire. Gladbach, c'est avant. Aston Villa. Aston Villa l'a gagné en 82. Bonne réponse, Aston Villa. Alors, pour une finale ex-aequo, Timothée Rouvière, est-ce que vous avez le dernier? Je suis pas sûr. Je dirais aux Pays-Bas le PSV Eindhoven. Très bonne réponse en 82. Donc, victoire commune de Mehdi et Timothée. Vous avez été très bons, messieurs. J'ai hésité sur la dernière, j'étais pas loin, j'en avais 2. Je sais qu'ils ont fait des finales, mais avec Mönchengladbach. Ouais, Mönchengladbach. C'était une grande équipe. Non, Dans les années 70. ils n'ont pas gagné. Ouais. L'équipe qui a gagné le plus, qui a perdu le plus de finales sans l'avoir gagné, c'est l'Atlético Madrid, qui a fait 3 finales perdues, dont 2 Ouais. Valence doit pas être loin aussi. Hein. Ah bon? Valence doit pas être Valence, loin. on a perdu 2 contre le Real Madrid les 2 fois aussi, dont une au Stade de France.
Et cette Ligue des Champions nous amène sur notre dernière question. On reste en Ligue des Champions. Quelle est la particularité des finales de Ligue des Champions 1957 et 1965? C'est parti pour 4 minutes. Il y a eu le même vainqueur, la même finale? Non. Attends, c'est quoi 57 et En 57 et 65. La finale s'est jouée dans un stade où il y avait une des deux équipes c'était son stade et qui a gagné. Quoi. Domicile. Bonne réponse. Oh. De Lucas Serdic. Il n'y a que 2 clubs qui ont gagné la Ligue des Champions dans leur propre stade. C'est le Real Madrid en 1957 face à la Fiorentina 2-0 à Santiago Bernabéu et l'Inter Milan en 1965 à San Siro face au Benfica Lisbonne. Il y a 2 clubs, allez, petite question en plus, 2 clubs qui l'ont perdu à domicile. Est-ce que vous les avez ou pas? Mais il n'y en a pas un justement là récemment. Genre, Il n'y a pas longtemps. Atlético. Non. Ouais. Non, pas au Wanda. Et en plus, le club qui l'a gagné, vous l'avez dit dans le jeu, Lucas Serdic. Le club qui l'a Ah ouais, gagné. la finale de Chelsea, Oui. peut-être, non Chelsea a battu le Bayern Munich à l'Allianz Arena Arena. en Et 2000. le Barça qui avait perdu 4-0 à domicile contre l'AC Milan, non? Non, c'est l'AS Roma qui a perdu au tir au but contre Liverpool en 1984. Voilà les 2 seules finales perdues à domicile. Après, il y a des vainqueurs dans leur pays. La Juve a gagné à Rome en 1996. Liverpool a gagné à Wembley en 78. L'Ajax a gagné à Feyenoord en 72. Et Manchester United avait gagné pareil à Wembley en 1968. Bon, normalement cette année, enfin c'est pas normalement, c'est cette année, il n'y aura toujours pas de vainqueur à domicile parce que Istanbul et le Beşiktaş ne sont pas en Ligue des Champions. Il y a les finales qui seront au Zénith Saint-Pétersbourg l'année prochaine. Ils seront au Bayern Munich dans 2 ans et à Londres, à Wembley, dans 3 ans. Donc voilà, bonne réponse de Lucas Serdic. Et pour petite anecdote, la France a accueilli combien de fois la finale de la Ligue des Champions? 3 fois. Stade de France, une fois. 4 ou 5. 5 fois. 5 fois. 5 fois, 3 fois le Parc des Princes et 2 fois le Stade de France. Le Parc des Princes, la première édition, la victoire du Real Madrid sur Reims en 56. Il y a eu en 75 la victoire du Bayern Munich sur Leeds au Parc des Princes. Toujours au Parc des Princes, 6 ans plus tard, la victoire de Liverpool sur le Real Madrid. Il y a un match avec Valence aussi. En 2000, la victoire du Real face à Valence. Et en 2006, le Barça face à Arsenal. Je ne me souvenais pas de ça. En 2006, c'était au Stade de France. Donc voilà, très bonne réponse de Lucas Serdic. Vous avez été très bon sur la Ligue des Champions. On va dire que ça rattrape un peu la lutte gréco-romaine et puis le record d'affluence où vous avez été un petit peu catastrophique. Comment tu voulais qu'on devine 11h40 de lutte gréco-romaine? C'est impossible. En 1900, la réponse, elle était simple. Il fallait juste dire il était trop fatigué. Je vois pas où est le problème. Même sur une blague. Personne ne dispute pas une finale olympique parce qu'il est trop fatigué. C'est peut-être le seul gars qui a fait ça. C'est vrai. Ah, mais une finale tout court, ouais. Normalement, on y va, quoi. Je sais pas. Même fatigué, on essaie. Certains, ils préfèrent s'arrêter. Il y a eu des forfaits en finale de Wimbledon, de tennis ou de trucs comme ça. Ça existe. Hein. Ouais, mais sur des blessures, quoi, je veux dire. Non, voilà. Mais c'est vrai qu'être fatigué, je sais pas, psychologiquement, tu te dis, tu joues une finale, tu vas au bout, quoi. Même si tu te fais laminer en 2 secondes, mais tu la joues, ta finale olympique, quoi. Après, c'est de la lutte. Hein. C'est vrai que c'est pas rigolo de se retrouver coincé dans des aisselles quand t'es crevé, quoi. ouais, c'est horrible. Surtout pendant 11h40. Bon, merci messieurs. On se retrouve nous lundi prochain dans Sportez-vous bien. Et en attendant, restez bien évidemment chez vous, restez confinés et prenez soin de vous. À très vite.